Bienvenue dans votre rendez-vous études littéraires et linguistiques qui va aborder aujourd'hui une question essentielle. C'est le rapport entre l'homme et les supports de connaissances, la littérature, le numérique. Prétexte, la philosophie des Lumières. Contexte, la cyberdépendance. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Moustapha Faye, professeur, enseignant-chercheur et professeur en littérature française. Professeur, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Babacar. Merci du fond du cœur et je vous félicite pour l'idée et le concept. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons débattre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une question essentielle, les lumières sur nos addictions numériques. Professeur, est-ce que vous pouvez revenir sur le rapport entre la littérature et le numérique? D'accord, Babacar. En fait, même s'il est très difficile de superposer la littérature au temps historique, un élève vous dira par exemple très souvent que la littérature est le reflet de son temps. C'est très relativisé, mais dans une certaine mesure, la littérature enregistre également le fait social. Et ce qui fait que depuis que l'industrie du numérique s'est envolée, de plus en plus on parle aujourd'hui des humanités numériques. C'est la partie du numérique, donc de l'industrie du numérique, comme vous l'avez tantôt si bien dit, qui intègre aujourd'hui les études littéraires. Donc c'est un rapport de plus en plus affirmé. Merci beaucoup. Vous dites addiction numérique. Est-ce que vous semblez dire que les objectifs de l'Internet ont été détournés? Pas moi peut-être, mais c'est absolument les fondateurs du net, les fondateurs d'Internet. La plupart d'entre eux, pour les plus grands pionniers, les objectifs du net ont été détournés. Moi, ça m'a intéressé dernièrement lors d'un colloque de faire la corrélation entre le détournement dont la philosophie des Lumières a été victime, comme idéal, et effectivement le détournement dont Internet également a été victime. Donc, vous semblez dire que la philosophie des Lumières a connu déjà un tel détournement? Absolument, absolument. La philosophie des Lumières, appliquée plus tard, mal appliquée par Robespierre, a donné la terreur. On semble également concevoir que idéologiquement, une certaine lecture biaisée des Lumières a conduit à la colonisation, en tout cas a servi de support idéologique à la colonisation. D'autre part, nous savons aujourd'hui que si 1% du monde, 1% de la population du monde possède 99% des richesses du monde, ça a été par le hiatus continental qui a été enregistré lors de la révolution industrielle, qui a enrichi quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Et tous nous savons que la révolution industrielle a été un des meilleurs aboutissements de la philosophie des Lumières. Et par ailleurs... D'où d'ailleurs cette expression, la faute à Voltaire, la faute à Rousseau. Absolument, absolument. On doit l'expression à Victor Hugo et tout semble croire que le clin d'œil qu'il faisait était pour condamner également plus ou moins comment l'action de ces penseurs avait balisé malheureusement des recherches qui ont abouti non pas pour le plus grand bien de l'humanité, mais pour le plus grand bien d'un certain nombre. Voilà. Maintenant, pour en revenir à Internet en tant que tel, pour ne citer qu'un exemple, je pose la question une fois aux étudiants, qui est le créateur, le lanceur d'Internet, et tous m'ont dit Mark Zuckerberg, le président de Facebook, le président directeur de Facebook. Ce qui fait rire parce que le véritable fondateur était un physicien qui travaillait au centre de recherche nucléaire européen en Suisse. Il s'appelle Tim Berners-Lee. Dernièrement, en 2018, c'est avec le magazine Vanity Fair que lui-même a déclaré que l'Internet a été un échec, que les objectifs qu'il visait avec tous ses collègues n'ont surtout pas été atteints. Et d'ailleurs, de nos jours, ce qui le montre, depuis lors, lui, il a créé Solid qui est un laboratoire pour revenir vers un Internet plus éthique, plus équilibré et pour tout le monde. Parce que tous, aujourd'hui, nous le savons, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, ceux-là qui profitent sont ce qu'il est convenu d'appeler les GAFAM avec Google, Amazon, Facebook, etc., etc. Voilà. Donc, effectivement, comme les Lumières, Internet a bel et bien fait l'objet d'un détournement. Qu'est-ce qui peut expliquer cette addiction numérique? L'addiction numérique dont tous nous souffrons, à commencer par moi, est en réalité cultivée. C'est absolument cultivé. Notre dépendance aux écrans que tout le monde peut constater
tout le monde peut voir que même au beau milieu de l'autoroute, il y a des gens qui roulent à bord de voitures monstrueuses, qui consultent leurs mails, qui écoutent leurs audios sur WhatsApp, etc. Tout cela, nous en sommes tous victimes. Mais c'est en réalité volontairement cultivé. C'est le résultat de manipulation absolument revendiquée par certains. Je rappelle que dernièrement, c'est en 2019 que certains anciens ingénieurs de Google, par exemple, dont Tristan Harris, ont fait une sortie lors d'un documentaire célèbre qu'ils ont intitulé Social Dilemma, dans lequel ils ont avoué, à travers ce qui a été commodé d'appeler la cartologie, l'ensemble de ces techniques qui ont été améliorées, digitalisées, performées pour rendre les gens addicts à leur appareil. Je rappelle que dès les années 30, M. Ndiaye, on doit au psychologue américain, qui est un psychologue comportementaliste, Skinner, les recherches sur le comportement animal. Skinner venait de remarquer que chaque fois que vous prenez une souris, la souris, si vous l'installez dans un bocal, avec une réponse constante, c'est-à-dire chaque fois qu'elle appuie sur une pédale, il lui est présenté de la nourriture, la souris finit par s'enlacer et ne va appuyer sur la pédale que lorsqu'elle a faim. Maintenant, chaque fois que la réponse a été différenciée, donc cette fois, si la souris appuie, il y a de l'aliment, une autre fois, il n'y a rien, une autre fois, c'est du fromage, telle autre fois, c'est peut-être, disons, des pépites de chocolat, elle n'arrête plus, elle va appuyer jusqu'à s'en crever le cœur. Et il avait compris que chaque fois qu'une réponse est différenciée, nous sommes plus ou moins tenus, comme la souris, à absolument être dans la compulsion. On n'arrête plus. Dès les années 30, dès les années 40, les machines à sous de Las Vegas ont été réalisées exactement sur la base des théories de Skinner, de ses découvertes. De nos jours, absolument toutes les plateformes de mise en jeu d'argent que nous connaissons, sans aller jusqu'à citer des noms, toutes ces plateformes ont été réalisées sur le même objectif. Prenez n'importe quel smartphone, lorsque vous scrollez sur Facebook ou bien sur telle autre application, chaque fois que vous rafraîchissez, vous avez énormément d'autres différences de réponses. Ce qui fait que nous allons compulser, comme la souris, à tout le temps appuyer, certains même en dormant. Si vous êtes attentif, vous remarquez leur doigt qui répète le geste, qui est appelé depuis TOC. TOC, c'est l'acronyme de trouble obsessionnel compulsif. Mais cela n'est pas du tout le résultat d'un hasard. C'est délibérément instillé dans nos corps et dans nos mécanismes sociaux de tous les jours. Avec cette métaphore de la souris, ne risquons pas d'aboutir à l'absurdité? Je pense au mythe de Sisyphe. Et bien entendu, parce qu'aujourd'hui, ce qui se répète, sans que d'ailleurs l'on en prenne conscience, fait de nous absolument des robots. Nous sommes une société robotisée, qu'on le veuille ou non. Observez, en 2012, alors que l'essentiel de ces plateformes n'était pas encore lancé ou bien n'avait pas encore atteint leur vitesse de croisière, c'est le groupe Moby qui, dans un célèbre clip qu'ils ont intitulé Are Lost in the World Like Me, êtes-vous perdu dans le monde comme moi, tout le monde peut regarder le clip, montre des gens qui sont complètement vidés de leur substance et de leur être, qui errent dans les rues comme des fantômes. Donc, nous sommes devenus ces fantômes, absolument. Est-ce que les conséquences qui en découlent ne sont pas du tout nombreuses? Je pense aux conséquences liées à notre santé. Mais bien entendu, c'est des conséquences, M. Ndiaye, dans toutes les sphères. Pour ne prendre que la santé, consultez n'importe quel médecin sénégalais aujourd'hui. Il vous dira que le taux de prescription des psychotropes a grimpé comme une flèche en un rien de temps. Au Sénégal aujourd'hui, allez dans n'importe quelle pharmacie, il vous suffit de vous y attarder pendant une dizaine de minutes. Ce qui est le plus demandé comme médicament, c'est les somnifères. D'autre part, les médecins qui sont de plus en plus consultés pour des cas de, disons, de stress, d'angoisse, pour des sociétés qui étaient réputées très stables en matière de santé, surtout de santé psychologique. Mais tout cela peut alarmer. Ça, je ne parle que pour le cas des adultes. Avec les enfants, c'est encore pire. Vous voyez de plus en plus les enfants avec le retard de langage de plus en plus affirmé, les enfants qui consultent de plus en plus tôt, des crises d'angoisse, des crises d'ordre psychologique qu'un certain âge ne connaissait pas, ou bien en tout cas, ce n'était pas très familier dans nos sociétés.
Mais de plus en plus, c'est devenu une réalité complètement banale hein, sous nos cieux. Et tout cela, en réalité, est à mettre au crédit de notre addiction. Je m'explique brièvement. Ce qu'aujourd'hui, les spécialistes du numérique appellent dormeurs sentinelles, nous le sommes tous, vous et moi. Si parmi tous ceux-là qui nous écoutent, il y en a qui, la nuit, lorsqu'ils se lèvent pour aller aux toilettes et lorsqu'ils reviennent au lit, consultent leur téléphone pour voir ce qu'ils ont reçu comme audio ou bien comme mail ou comme SMS entre-temps. Si vous êtes de la liste, comprenez que vous faites partie exactement de ceux-là qui peuvent risquer dans un avenir plus ou moins lointain, je touche du bois, plus ou moins de ces troubles d'angoisse, de ces troubles de stress liés absolument à nos usages du numérique. Par rapport à la société, existe-t-il des conséquences? Oui, oui, effectivement, vous avez absolument raison également de vous inquiéter pour la société. Seigneur, il y a ce que les psychologues qui se sont intéressés au net appellent le phonobyng. C'est un mot anglais qui désigne le fait de s'enfermer comme dans une bulle. Même lorsqu'on est en famille, le fait de s'enfermer avec son téléphone pour ne pas interagir avec les autres. On parle de plus en plus de familles locataires. Hein. Tout le monde peut s'y reconnaître très facilement. On est dans un espace bifamilial, mais personne n'adresse la parole à l'autre. Aujourd'hui, l'expression est consacrée. On est dans le meilleur des mondes possibles jusqu'à ce que notre téléphone nous sépare, comme on dit aujourd'hui. Maintenant, dans le cadre des enfants, c'est là où c'est devenu plus compliqué. Je m'explique. Pour un parent, c'est très facile, c'est très confortable de voir son enfant, voilà, s'enfermer avec son téléphone. Ça vous fait un babysitter gratuit. Mais le problème est que un enfant doit absolument apprendre à interagir avec ses semblables, à connaître ce qui vexe, ce qui fait plaisir, etc. Et cette socialisation, absolument rien au monde ne peut la remplacer. Maintenant, on va vers l'individualisme. Mais bien entendu, de ces enfants qui, à très bas âge, carrément vont s'enfermer dans une bulle. Je m'explique. En France, un neuropsychiatre a publié, je pense, en 2017, un livre qui a fait date, qu'il a intitulé « La fabrique du crétin digital », demandant aux parents de faire très attention à donner à leurs enfants des tablettes, etc. Il a été attaqué. Les gens ont limité, ont nuancé, falsifié, etc. Mais ça n'a absolument rien de nouveau ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Le fait est que dans les années 60, l'industrie du tabac avait absolument découvert que le tabac tue, que la maladie du siècle serait le tabagisme. Mais comment cette industrie s'en est sortie? En envoyant sur des plateaux de télévision d'autres médecins qui ont relativisé les différentes découvertes qui avaient été faites, les différentes études qu'on avait commencé à lancer sur la question. Et à partir de ce moment, comme il y a eu le doute qui planait, certains ne sachant plus à quel sein se vouer, ont continué à fumer avec toutes les conséquences malheureuses qu'on connaît. Aujourd'hui, l'industrie des tablettes pour enfants pèse des milliards de dollars. Donc cette industrie n'a aucun intérêt à ce qu'on alerte les parents. Mais pour tout parent, c'est un danger grave de laisser ses appareils, téléphone ou tablette à son enfant. C'est un fait. L'addiction numérique aussi peut aboutir à des conséquences liées à la démocratie. Oui, là encore, c'est vrai et c'est prouvé. Je m'explique. Dernièrement, il y a beaucoup de journalistes investigateurs qui ont pu démontrer que certains tripatouillages démocratiques électoraux dans beaucoup de pays, dont même le Nigeria en Afrique, étaient l'objet de sociétés de manipulation. Une certaine société anglaise a été citée, c'est Cambridge Analytica, qui vendrait nos données, etc., pour savoir comment nous manipuler, sur quelle ficelle tirer pour nous manipuler et nous faire voter pour tel candidat choisi d'avance. Mais au-delà, il y a dans aujourd'hui Internet ce qu'on appelle effet silo. L'effet silo se disait par le passé en rapport avec les entreprises. Par exemple, dans une entreprise, vous et moi, si on ne travaille pas dans un même secteur, puis on rester des années sans nous croiser et sans connaître nos domaines de compétences. Donc, c'est la métaphore d'un enfermement. Et aujourd'hui, si vous y faites attention tous, ouvrez n'importe quelle plateforme comme YouTube. L'application a tendance à nous enfermer dans nos propres mécanismes d'autoréflexion et d'autovalorisation. Si je regarde une vidéoclip sur Viviane,
dès que je redémarre le téléphone, c'est d'autres vidéoclips et généralement sur Viviane qui me sont proposés. Vous dire que également, si je venais chercher si la Terre est plate, parce qu'il y a des gens convaincus que la Terre est plate, comme l'a montré Bruno Patino, mais dès que vous regardez si la Terre est plate, l'application va exactement vous générer des vidéos qui sont dans ce qu'on appelle le même newsfeed. C'est des vidéos qui suivent le même train, les mêmes réflexions, qui vous enferment dans la même bulle. Et finalement, il est prouvé que les êtres humains interagissent parce qu'ils partagent ce que l'allemand Jakobs von Uexküll, oui, c'est un nom qui fait peur, mais ce qu'il a montré comme la réalité globale, montrant que vous prenez les espèces animales, aucune espèce ne voit le monde comme l'autre. Maintenant, pour les humains, par exemple, c'est typiquement ça le rôle de l'université. C'est d'éviter que nous soyons dans la réalité individualisée, perçue, pour être dans la réalité globale. Absolument. Mais imaginez, pendant une dizaine d'années, si tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, absolument vous conforte dans votre propre résonance, dans ce que vous croyez, et vous empêche de voir d'autres aspects du monde, l'autre côté de la clôture. Mais un beau matin, quelqu'un vous dit arrêtez, quelqu'un vous dit non, c'est la fin du monde. Et force est de le reconnaître au Sénégal dernièrement, dans toutes les élections qui ont été tendues, parfois très graves. Remarquez que chaque fois que quelqu'un parle sur n'importe quel plateau de télévision ou n'importe quelle plateforme du numérique, selon qu'il est de tel camp ou de tel autre camp, vous voyez qu'il n'arrive même pas à relativiser. Ce sont des vérités absolues, des vérités mathématiques qu'il balance et il faut, entre guillemets, pendre ou bien, excusez-moi l'expression, mais l'autre est l'ennemi. Dès qu'il ne partage pas notre même longueur d'onde, quelqu'un disait aux États-Unis, pour ne pas citer son nom, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Ce n'est pas forcé. Mais aujourd'hui, c'est cette politique qu'on appelle la politique de l'effet silo qui nous enferme dans nos propres croyances et qui nous empêche de relativiser, comme vous dites. Votre dernière mention me rappelle, vous êtes professeur de littérature française, un écrivain classique, La Métrie, qui avait parlé de l'homme-machine. Est-ce que finalement l'addiction au numérique n'est-elle pas en train de machiniser l'homme? Est-ce que ça n'engendre pas un manque d'estime de soi? Mais bien entendu. Mais regardez encore une fois, même toute la métaphore du Frankenstein de Mary Shelley. L'homme génère un autre homme, un homme 2.0, mais qui devient le possesseur de son propre maître. Quand la créature prend la place du créateur, c'est d'ailleurs Neil Postman qui le signalait, l'américain Neil Postman, qui écrit Technopoly. Et quand il écrit Technopoly, on n'était pas encore à l'ère du net, en tout cas pas à l'ère des réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas encore franchi le mur de l'an 2000. Mais il montrait typiquement que ce qui rêvait d'IA, d'intelligence artificielle, certains qui étaient complètement obsédés de déclarer qu'un jour, même l'ordinateur ne voudrait pas de nous comme animal de compagnie. Et de plus en plus, c'est une réalité sociale que vous maîtrisez parmi tous nos semblables. Vous remarquez même de ces gens qui aujourd'hui préfèrent discuter avec une intelligence artificielle que d'interagir avec un être humain. Donc, homme-machine, nous le sommes devenus, mais pire, nous sommes devenus carrément la créature de ce que nous avons créé nous-mêmes. C'est la dialectique du maître. Absolument, absolument. Revenons à la philosophie des Lumières. Professeur Jean-Jacques Rousseau aurait-il recommandé à son émile le numérique? Autrement dit, est-ce que le numérique peut-il remplacer la lecture? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. D'ailleurs, même pour la lecture, Rousseau demandait de faire très attention. Effectivement. Dans le texte que vous citez, Émile ou de l'éducation. Quand il s'attaque aux fables. Absolument. D'ailleurs, comme traité de pédagogie révolutionnaire, Rousseau déclare que le propre à pédagogie, c'est de perdre du temps, ce n'est pas d'à gagner. Autrement dit, déclarant qu'il ne ferait même pas lire un livre à Émile, à son élève, donc avant ses 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique complètement contraire. Aujourd'hui, toute l'école, à commencer par mon propre entourage familial, absolument, toute l'école est dans la compétition. Aujourd'hui, c'est des chevaux de course qu'on élève et pas des êtres humains. Autrement, il faut être dans la performance la plus globale, la plus totale. Je ne fais de critique à personne. Je commence par balayer devant ma propre porte.
Maintenant, le fait est que, en réalité, en voulant coûte que les élèves soient les plus performants, est-ce qu'on a réfléchi sur également le type d'élèves que nous voulons? Est-ce que sortir de notre bocal comme un poisson rouge, est-ce que nous savons faire autre chose que d'être à l'école? Ça, ce n'était pas l'objectif de Rousseau. Maintenant, ceux qui préconisent de plus en plus d'utiliser l'IA pour rendre les élèves plus performants, peut-être absolument ont raison s'ils veulent absolument tout centrer sur la performance des élèves 2.0. Mais si l'école a d'autres objectifs que seulement de former de grands diplômés et des têtes absolument pleines, je pense que la question doit être posée autrement. Effectivement. Professeur, avez-vous des solutions à proposer pour contre l'addiction numérique? De solutions, je n'en ai pas. Parce que je pense que c'est absolument individualisé. C'est chacun qui voit selon sa cuisine. Pour ma part, je faisais partie en tout cas des plus addicts. Je faisais partie absolument des plus addicts. C'est avec le temps que j'ai remarqué les conséquences, et des conséquences très graves à la fois sur ma santé, sur ma santé mentale, ma santé morale, etc. Vous remarquez de plus en plus que même certains n'osent plus regarder la télévision dans certains pays quand ils ont fini par comprendre que c'est comme par principe d'osmose. L'ensemble des informations absolument sombres qui assombrissent la Terre et sa réception finissent par tellement rejaillir sur notre conscience et sur notre psychologie que nous finissons par tout voir comme sombre, comme obscur, etc. Les gens sont de plus en plus convaincus que jamais le monde n'a été aussi dangereux. Notre environnement sonore et visuel n'y sont pas du tout absents. En réalité, il y a un impact réel. Je rappelle juste pour cela la théorie de Aldous Huxley, quand il écrit Le meilleur des mondes. Il montrait que par le passé, Bruno Patino, dans son livre La civilisation du poisson rouge, est revenu très largement sur la question. Il montre donc que par le passé, l'homme qu'on craignait, le monde qu'on craignait, c'était le monde prophétisé par George Orwell dans 1984. Orwell prophétisait un monde absolument dominé, dictatorial, confiné, où le Big Brother, c'est-à-dire l'État tout-puissant, comme dans le modèle soviétique, surveillerait tout le monde, allait restreindre les libertés et ferait de nous peut-être des robots emprisonnés. Il dit que cet autre monde qui a succédé à la tombée du mur de Berlin, c'est le meilleur des mondes. C'est Huxley qui en plaisante, montrant que aujourd'hui, c'est absolument l'excès de liberté qui est notre poison actuel. Nous pouvons tout faire, tout faire. Et c'est de ce point de vue peut-être qu'on doit responsabiliser. Donc, pour moi, les solutions sont dans l'éducation numérique. Parce que il ne sert à rien d'arrêter le progrès. Personne n'arrêtera le numérique. Au contraire, Il faut humaniser le numérique. Il faut absolument apprendre aux enfants, et dès le cadre familial, leur apprendre à se rendre absolument maître de ces outils, et non pas le contraire. Je m'explique là-dessus. Babacar, c'est en réalité, même nos sociétés avaient cette conviction qu'un homme s'appelle un humain d'abord dans sa capacité à se mettre des freins. Victor Hugo écrit quelque part qu'il arrive un moment où un individu doit, comme un policier, se mettre soi-même des menottes et s'arrêter. Mais je pense que à la vitesse éclair dont on aborde les choses, la responsabilité, avant d'être recentrée à l'école, parce que c'est trop facile, doit être d'abord recentrée au cadre familial, où les enfants doivent être responsabilisés dans le sens de l'utilisation rationnelle de ces outils, pour savoir que dans un monde où absolument tout nous invite à la liberté la plus totale, aussi, si elle est plus vaste, il faut savoir se mettre des bornes. C'est pour moi le moment de féliciter un artiste sénégalais qui a senti le vent tourner bien avant tout le monde. C'est Youssou Ndour quand il chante le fameux tube sur les réseaux sociaux. Il a signalé, il a sonné l'alarme bien avant que peut-être dans notre cadre politique en tant que tel, l'on commence à réellement poser les barrières sanitaires. Donc il faut éviter de libérer le net, en tout cas. Libérer le net, c'est... D'ailleurs, vous reprenez le concept de Barlow. Hein? Bien avant Tim Berners-Lee, l'homme qui a écrit la déclaration d'indépendance du cyberespace, il l'a intitulé Déclaration d'indépendance du cyberespace. C'est un hacker et vraiment un rêveur
Il s'appelait John Perry Barlow. Il était en même temps chansonnier. Il a écrit la parole de beaucoup de chansons de rock. Et Barlow montrait que l'aventure d'Internet, le cyberespace, allait être cet espace rêvé par Teilhard de Chardin, cet espace que l'humanité n'avait pas pu réaliser, de créer un monde sans frontières, sans aucune forme de frontières, où pour la première fois, l'humanité se réunirait en frères, partagerait à la fois et ses convictions et ses connaissances et ses données complexes. Son rêve a été trahi. Son rêve a été trahi et actuellement, qu'on le veuille ou non, sur Internet, absolument au fond, tout est frontière. Essayez de faire n'importe quelle recherche sur un moteur de recherche. Sur Google, si je recherchais par exemple, disons, les Noirs et la liberté, je n'ai pas la même réponse selon que j'ai lancé la recherche au Sénégal ou bien aux États-Unis. Donc, de ce point de vue, même quand on parle de liberté, de la liberté la plus absolue, c'est un leurre, c'est une illusion. À partir de ce moment, moi, je ne suis pas contre la politique de certains États qui, au moins, finissent par prendre leurs responsabilités. Je ne dis pas de mettre des frontières pour restreindre des libertés, mais au moins pour encadrer ces libertés. Pour encadrer ces libertés. Je reprends Alain, déclarant que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Au Sénégal, actuellement, vous savez que c'est un débat public. Tout le monde va déclarer qu'Internet étant libre, c'est le débat de la liberté de communication, la liberté de parole qui peut conditionner à tout dire sur n'importe qui et dans n'importe quel espace. C'est absolument confondre, de mon point de vue, liberté et libertinage. Merci beaucoup, professeur. Votre dernier mot? C'est vous remercier, Babacar. Je vous remercier et vous dire que peut-être que ce genre de débat, à notre niveau, modestement, qui peut aujourd'hui rappeler peut-être toute la politique de l'université, c'est essayer de prendre part au débat social à notre modeste niveau et d'essayer non pas de proposer des solutions ou bien de les imposer, mais au moins d'avoir l'intérêt de poser le débat. Merci beaucoup. Donc, c'est un débat qui s'inscrit dans son contexte et nous remercions le professeur Moustapha Faye d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour un prochain numéro.